Ce week-end ont eu les 6 heures de Monza, 5e manche du championnat du monde d'endurance 2023, et aujourd'hui on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé, voir mon avis sur les différentes performances et aussi faire un point sur le championnat actuel. Et clairement on a des choses à dire parce que c'était une course de dingue. C'est parti! Commençons comme d'habitude par le LMGTE AM. En LMGTE AM, c'est la Porsche du Dempsey Proton Racing qui a gagné la course, suivie de près par la numéro 60 de Iron Lynx et la numéro 86 du GR Racing, qui signe son deuxième podium consécutif cette saison. C'est d'ailleurs la première victoire pour Porsche cette année en catégorie GT, et d'ailleurs c'est même un beau triplé. En 4e place on retrouve la Corvette Racing, et en 5e nous avons la Porsche des Iron Dempsey. C'est d'ailleurs la voiture qui a signé la pole position dans la catégorie, la preuve que c'est un équipage qui fonctionne très bien. Le truc c'est que sur cette catégorie, lors des qualifications, c'est les pilotes bronze qui sont au volant. Cela donne un petit avantage car Sarah Bovy, qui pilote la voiture d'Iron Dempsey, est vraiment ultra performante par rapport aux autres pilotes bronze. Mais dès que les pilotes professionnels rentrent dans les voitures, c'est là que les performances des Iron Dempsey diminue un petit peu. Après une 5e place, ça reste un très beau résultat, et en plus, elles sont actuellement 2e du championnat des GTE AM. C'est quand même ultra cool. En parlant de championnat, j'aimerais féliciter les pilotes du Corvette Racing qui, avec 2 courses restantes dans le championnat, sont quand même champions du monde des GTE AM. C'est vraiment une performance de fou. Car oui, il faut souligner, la 4e place qu'ils viennent de faire, c'est le pire résultat qu'ils ont eu cette année. Ils ont quand même gagné 3 fois, et l'autre résultat c'était une 2e et une 4e place, et ça suffit amplement pour être en tête du championnat. Mais en tout cas, cette catégorie nous a donné énormément de spectacles, beaucoup de batailles en piste, surtout pour la tête, et ça fait plaisir. Contre-performance par contre de tous les équipages de Ferrari, la mieux classée d'entre elles n'est que 6e. Donc du coup c'est sûr, le championnat en GTE AM est joué, mais la bataille pour la 2e place va être importante. On refera un petit tour quand on parlera du championnat, mais en tout cas cette catégorie GT c'était une très bonne course, et vivement les 2 prochaines pour savoir comment ça va se passer. Passons à la 2e catégorie, le LMP2. En catégorie LMP2, c'est la Jota numéro 28 qui l'emporte devant l'Alpine numéro 36 et la WRT numéro 41. La course en elle-même des LMP2 était vraiment sensationnelle. On a eu des batailles dans tous les sens, et clairement ça fait plaisir au vu du plateau qu'on a et des pilotes qu'on a. On a eu une course très relevé. Je mets en avant aussi la performance de la 31 du type WRT qui a longtemps joué la gagne dans cette catégorie, mais malheureusement à 20 minutes de la fin, le moteur lâche et la voiture abandonne. C'est vraiment dommage parce que cette voiture méritait d'être au moins sur le podium. Malheureusement, des fois on peut pas tout avoir en course automobile. En tout cas, c'est important de noter que toutes les voitures ou presque sont dans le même tour. Ça s'est joué à vraiment pas grand chose cette catégorie. Il y a eu des batailles pendant 6 heures. Clairement c'était très beau, et surtout on vit les dernières courses du LMP2 au championnat du monde d'endurance, donc il faut en profiter, et on va voir ce que ça va donner pour le championnat. Passons à la dernière catégorie qui nous a fait une course de dinguerie encore une fois, les hypercars. En hypercar, c'est donc la Toyota numéro 7 qui l'emporte devant la Ferrari 50 de la F-Corset, et Cocorico, la Peugeot numéro 93, finit 3e. C'est le premier point qu'on va apporter. Les Peugeot étaient ultra performantes ce week-end, clairement ça fait très plaisir. La 93 finit sur le podium, mais la 94 a connu un petit souci. Et oui, assez tôt dans la course, alors qu'elle était 4e, la voiture rentre au stand et perd presque une dizaine de tours face aux autres voitures de la catégorie. Elle réussit à finir 11e sur 13 de la course en doublant au tout dernier tour la Van Wall, et elle finit devant pour 136 millième. La Van Wall qui a encore fait un week-end désastreux. Mais au moins, elle finit la course. Une autre écurie qui a fait une plutôt mauvaise course, c'est la Cadillac. Clairement, je sais pas trop ce qui s'est passé pour la Cadillac, mais elle a fini que 10e derrière la Jota. C'est la première fois que la Cadillac fait une contre-performance dans le championnat. Une fois sur 5, ça peut arriver. C'est pas très grave. Sinon, course solide de tous les constructeurs. Toyota avec la numéro 7 à gérer. Par contre, la numéro 8, oula. La numéro 8, c'était un peu plus compliqué comme course. Déjà, dès le départ, elle sort la Ferrari numéro 51, ce qui lui vaut une pénalité de 10 secondes. Puis un peu plus tard, elle fauche totalement la 777 du D-Station Racing, ce qui entraîne un abandon, et boum, 1 minute de stop and go rajoutée pour la voiture. Ce qui fait qu'elle est directement rétrogradée à un tour de retard, et là, s'entame une course de remontada express. Elle a quand même réussi à remonter à la 4e place, il faut le souligner, mais la voiture a été pénalisée car elle aurait utilisé trop d'énergie par rapport à ce que la BOP lui oblige. Du coup, elle est rétrogradée à la 6e place. La Ferrari 51 a elle aussi été pénalisée pour dépassement en dehors des limites de la piste, mais vu que la Toyota a été pénalisée beaucoup plus, elle reste 5e. Ce qui fait que la voiture qui a fini 6e se retrouve 4e, et celle-ci, c'est la Porsche numéro 5. Porsche qui a vraiment, je pense, des 5 gros constructeurs, la moins bonne des hypercars aujourd'hui, et oui, c'est très bizarre de dire ça,
Peugeot n'est plus le pire constructeur, mais à la durée, la voiture montre des très bons signes. La Porsche numéro 5 finit 4e, la Porsche numéro 6 finit 7e, et également dans le tour de tout ce peloton-là, là, entre la 4e et la 7e place. La Glickenhaus finit 8e, très belle course de la Glickenhaus, il faut le souligner. La Jota qui a elle aussi eu un petit peu des problèmes alors qu'elle était sur le devant de la scène quelques moments, finit 9e, et la Cadillac 10e. On a la 94 11e et la Fanwall 12e, et en dernier, le seul abandon en hypercar, c'est la Porsche du team Proton. C'est vraiment ultra dommage parce que clairement j'attendais beaucoup de cette voiture, surtout que j'ai appris que c'était leur tout premier roulage avec la voiture ce week-end. Ils ont moulé leur baquet à l'arrière des paddocks, ils ont tout fait ce week-end, ils ont découvert la voiture ce week-end et ils ont réussi à faire une performance assez phénoménale. Certes, ils se qualifient dernier, mais avec une distance pas trop longue, mais en plus de ça, la voiture a quand même réussi, avec le jeu derrière au stand certes, mais elle a réussi à mener la course. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, une voiture qui fait sa toute première course, voire même ses tout premiers roulages, mener une course. C'est vraiment incroyable. Le peloton hypercar commence à se homogénéiser de plus en plus et ça augmente encore plus le spectacle. D'ailleurs, cette homogénéité est prouvée par les qualifications. 17 millième, ça part seulement la Ferrari 50 et la Toyota numéro 7 qui a fait la pole, soit le plus petit écart qu'il y a jamais eu lors des qualifications au WEC pour la pole position. En tout cas, cette course des hypercars a été monumentale, beaucoup d'agressivité et beaucoup de dépassement. Personnellement, j'ai kiffé et quelle joie de voir ça, en fait, quelle joie de voir autant de spectacles comparé à la Formule 1. Faisons un petit point sur les championnats. La Corvette numéro 33 est en tête avec 145 points. Elle est officiellement championne de la catégorie, suivie par l'Iron Dams et la TF Sport numéro 25. Il y a seulement 2 points d'écart entre les deux voitures et 5 points derrière, on a la 77 du team DMC Proton. Après, derrière, c'est vraiment des points ultra serrés et les voitures font des résultats tellement hétérogènes que on peut vraiment pas prédire qui va finir devant qui pour les prochaines courses. Ce qui est sûr, c'est que la 777 est très loin derrière avec 3 petits points contre 22 pour la 98 qui est juste devant elle. La 98 d'ailleurs qu'on reverra à Fuji. En LMP2, le top 3 ne change pas, c'est toujours la 41 devant la 34 et la 22, 110 points, 100 et 82. Au vu des points qui restent à gagner, seules la 35, la 10 et la 9 sont officiellement exclus de la course au titre. La 63 qui est en 8e place peut encore être championne du monde, mais il faudrait un beau miracle. En tout cas, on a vraiment nos favorites, on a les 3 premières que sont la 41, la 34 et la 22, qui sont pour moi les 3 voitures qui ont le plus de chances de gagner le championnat. Et en hypercar, suite à sa victoire, la Toyota numéro 7 repasse deuxième du classement avec 92 points, derrière la numéro 8 avec 115, la Ferrari numéro 51 est ex aequo avec 92 points, et ensuite on a la Ferrari 50, la Cadillac qui est toujours 5e, la Porsche numéro 5, la Peugeot numéro 93 avec son podium qui monte un peu dans le classement, la Porsche numéro 6, la Glickenhaus, l'autre Peugeot, la 38, la Vanwall et la Porsche numéro 99 du Proton. Après, elle a fait qu'une course. Pour le championnat, on a beaucoup de voitures éliminées et on a que les 6 premières qui peuvent encore jouer le titre, c'est-à-dire au-dessus de la Porsche numéro 5. La prochaine course, c'est le 9 septembre à Fuji. J'ai hâte d'y être parce que c'est clairement la course à domicile de chez Toyota. Ferrari va vouloir prendre leur revanche parce que Toyota a pris la victoire chez eux. Clairement, ça se fait pas trop, mais on va bien voir ce que ça se passe. Fuji est un circuit ultra intéressant, la BOP a encore changé, donc on verra si ça s'est équilibré encore plus, et on va voir qui c'est qui a l'avantage. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. Et vous ?